Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons de ce rapport de la Civis sur les violences sexuelles, autres violences, affrontements entre bandes à Kaweni, congrès des maires, chiens errants à Mayotte, et nous finirons avec la distribution d'eau à grande échelle. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, une personne sur 10 enfants a été victime de violences sexuelles. À l'issue de 3 ans de travail, de 30 000 témoignages sous la coprésidence du magistrat Édouard Durand et de la travailleuse sociale Nathalie Mathieu, le 17 novembre dernier, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Civis, a officiellement remis son rapport final de 600 pages, composé de 82 préconisations à Charlotte Cobel, la secrétaire d'État chargée de l'enfance. Selon ce rapport intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants, on vous croit », je vous le disais, une personne sur 10 a été victime de violences sexuelles dans son enfance. Cela concerne donc 5,4 millions d'adultes et 81% des agressions ont lieu dans le milieu familial. La Civis précise que seul un petit nombre de victimes osent dénoncer les faits dont les conséquences psychiques et physiques sont pourtant dévastatrices. La prise en charge est insuffisante à cause du manque de formation des professionnels. C'est la raison pour laquelle la commission préconise un repérage systématique des violences, une formation de professionnels ainsi que l'imprescriptibilité des violences sexuelles sur enfants. Insécurité pour la suite de ce journal avec ces affrontements entre deux bandes rivales à Kaweni. Dimanche 19 novembre 2023, de nouveaux affrontements ont eu lieu entre deux bandes rivales de Kaweni et Majicavo pendant plusieurs heures. Caillassage, incendie et dégradation ont fait partie du spectacle affligeant au cours duquel la casse automobile située dans la ZAC du Soleil Levant à Mamoudzou a été incendiée une nouvelle fois. Toute la journée, les habitants ont vu s'affronter les bandes des terroristes et des Watoro. Ce n'est qu'au bout de plusieurs heures que la police et la gendarmerie sont parvenus à mettre un terme aux affrontements, ramenant ainsi le calme aux alentours de 20h. Inutile de rappeler que cela fait maintenant plusieurs mois que ces affrontements durent dans cette zone. Les riverains attendent désespérément qu'une solution soit trouvée par les autorités compétentes. 5 arrestations auraient déjà eu lieu, mais le quotidien n'a pas évolué pour autant. Et comme on dit chez nous, Jishtema, les violences nous mènent tout droit au Congrès des maires. Pour cette 105e édition du Congrès des maires de France, les organisateurs ont choisi cette année de placer les réflexions sous l'égide de l'actualité métropolitaine avec la thématique suivante, je cite, « Commune attaquée, maire menacée ». Fin de citation. De retour de Nouvelle-Calédonie où ils s'étaient réunis pour le Congrès des maires de l'Outre-mer, les élus locaux se retrouvent à Paris pour débattre de leur quotidien et retrouver l'envie d'agir face au sentiment d'impuissance qui les gagne. Selon le ministère de l'Intérieur, les agressions envers les élus ont augmenté de 15% en 2023. Menaces et outrances représentent 70% des cas, tandis que les violences physiques restent minoritaires et n'augmentent pas. Et les maires de Mayotte ne sont pas étrangers aux menaces puisque la plupart en ont reçu, notamment dans le cadre des opérations de décasage. Et l'on pense forcément à Bandrabois, Ouangani, Sada. Pour l'actualité récente, la permanence de Mansour-Kamardine a été plusieurs fois incendiée. En tout état de cause, ce sont 10 000 participants et 230 intervenants qui sont attendus au congrès pour débattre de divers thèmes. Le gouvernement sera représenté par 15 ministres, la première ministre et le président de la République Emmanuel Macron s'y rendront aussi. Nos maires sont attendus sur notre île en fin de semaine, certains sont partis depuis près d'un mois. Suite de ce journal avec cette association de la métropole qui fait annuler un arrêté préfectoral de lutte contre les chiens errants. Et il s'agit d'une des grosses problématiques de notre île, les chiens errants qui sont souvent utilisés dans des combats clandestins et torturés par des délinquants. Ces animaux finissent par se retrouver livrés à eux-mêmes en pleine nature et par s'attaquer à d'autres animaux comme les tortues et leurs œufs. Faute de structure adaptée, le préfet de Mayotte, Thierry Suquet, avait mis en place un arrêté préfectoral permettant l'abattage des chiens errants. Mais une association située en métropole et qui n'a jamais mis les pieds à Mayotte, faut-il le préciser, a décidé que cette solution n'était pas bonne pour les Mahorais et a attaqué l'arrêté en question en justice. La justice lui a évidemment donné raison. Le responsable de l'association s'est félicité de l'annulation de l'arrêté préfectoral. Les chiens doivent ainsi continuer à être maltraités par des voyous qui s'en servent également pour terroriser la population. Je propose de continuer cette édition avec la crise de l'eau, avec la distribution à grande échelle de bouteilles d'eau. Distribution qui a commencé comme prévu hier lundi 20 novembre à l'ensemble de la population de notre île, et non sans heurts pour ce premier galop d'essai, il faut le reconnaître. À Mamoudzou notamment, les agents
habitants ont dû faire face à un site internet dédié aux inscriptions qui ne fonctionnait pas correctement. Une des personnes chargées de l'accueil des habitants a expliqué que, je cite, « Nous devions avoir la liste des personnes mais le site internet ne fonctionnait pas, donc nous avons noté le nom des personnes sur des feuilles que nous allons remonter par la suite pour qu'elles soient inscrites sur le site internet. Ça a pris un peu plus de temps mais tout le monde a pu avoir son eau. » Fin de citation. Une fois les justificatifs présentés, les bouteilles d'eau récupérées, les habitants ont dû ensuite faire face à une autre difficulté, celle de devoir se débrouiller avec plusieurs litres d'eau sous les bras. Beaucoup ont dû attendre pendant des heures le passage d'un taxi ou que le véhicule d'un ami vienne les chercher. Beaucoup de personnes ont témoigné que les choses se sont bien passées, mais que l'eau distribuée ne suffirait pas. Le dispositif sera amélioré dans les prochains jours. Alors hier, c'était la journée mondiale des violences faites aux enfants. On en a parlé sur ce plateau. Et hier, Elisabeth Borne devait annoncer un programme d'action consécutif au rapport qui lui a été remis en fin de semaine dernière sur l'inceste. Donc elle a annoncé 22 mesures. J'ai super décevant, franchement, un rapport qui lui a été rendu de 600 pages avec plus de 30 000 témoignages d'enfants victimes qui expliquaient en détail que les enfants victimes, c'est quand même 3% des enfants qui sont victimes, et que ces enfants-là ne trouvent pas à la fois la possibilité de faire condamner suffisamment leurs agresseurs, mais également quand ils ont parlé, le chemin de la reconstruction, et notamment psychologique, dépasser le traumatisme, c'est très compliqué. Enfin, il n'y a pas de structure accompagnant. Je pense que toute la communauté, en tout cas intéressée par ces sujets, attendait deux choses, c'est-à-dire une meilleure prise en charge psychologique des victimes, et attendait également ce qui a été demandé par la commission qui a fait ce rapport, c'est-à-dire l'imprescriptibilité des crimes commis. Aucune de ces deux mesures n'a été réellement annoncée, et pourtant, c'est quand même 160 000 enfants par an. Je trouve ça incroyable. Écoutez, non, c'est dommage. C'est dommage en effet que Elisabeth Borne n'a pas pris en tout cas les mesures nécessaires pour pouvoir avancer dans ce domaine-là. Je sais que notamment dans les autres pays européens, on peut même copier ce qui se fait dans les autres pays européens, notamment en Belgique où ils ont par exemple durci la loi. Oui. Dans ce domaine-là. Et puis il y a d'autres pays européens où on a l'occasion de pouvoir copier en tout cas leur juridiction pour pouvoir mieux l'adapter pour notre pays. Donc voilà. Par rapport à ce qui a été annoncé hier à l'issue de ce comité interministériel, alors juste me permettre, hier c'était la journée internationale des droits de l'enfant, et c'est vrai qu'il y avait une focale sur les violences faites aux enfants. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a un renforcement, en tout cas dans l'annonce qui a été faite par Elisabeth Borne, un renforcement des moyens, notamment en fait des moyens humains pour pouvoir en fait lutter contre ces sujets. On a entendu parler de délégués départementaux qui va être mis en place de manière expérimentale, de professionnels et également de formation des professionnels, oui. Parce qu'il y a une méconnaissance en fait sur ce sujet, et donc il y a besoin en fait de pouvoir former les professionnels, de pouvoir les accompagner pour pouvoir mieux accompagner en fait ces enfants. Donc pour moi c'est ce que je retiens sur ces mesures. Enfin, en tout état de cause, on est quand même loin d'une révolution qui permettrait une meilleure considération de ce crime dans la société, et notamment cette possibilité de ne pas prescrire dans le temps les crimes, parce que quand le drame s'est produit à 5 ans, s'il faut 20 ans pour que la personne parle, c'est prescrit. Oui, c'est pour ça que je me dis, en fait, il y a un très gros travail, en tout cas juridique, à faire au niveau de notre pays. On a des exemples, en tout cas, au sein de l'Union européenne, et c'est dommage qu'on ne se serve pas de l'Union européenne, justement, pour copier les lois des autres pays qui sont en avance, en tout cas, sur ce domaine-là. Et au niveau des lois, c'est justement un travail qui sera sûrement porté par les parlementaires en fait sur ce sujet pour pouvoir l'inscrire
Donc Oui. c'est un travail, en tout Et cas pas parlementaire. un mot sur sur les auteurs de ces crimes, parce que finalement, la sensibilisation, l'information, tout ça est pas prévu, en quelque sorte. Or, quand il y a une victime, il y a un agresseur. Et si on n'essaye pas de faire en sorte que ces crimes ne se produisent pas, on ne fait que faire rouler le rouleau, en fait. Et puis vraiment pour aller dans votre sens, hein, je me rappelle qu'il y a eu un crime d'inceste qui a été commis il y a 2-3 semaines, enfin qui a été jugé il y a 2-3 semaines au tribunal de Mamoudzou, et c'est vrai que c'était un crime qui avait été perpétré il y a plusieurs dizaines d'années, plusieurs décennies, et en fait l'agresseur n'a pas vraiment été inquiété par son crime, parce que lui il était intégré dans la société, il avait il avait plein de circonstances qui faisaient que la justice n'a pas semblé bon de le mettre en prison, alors que son crime, même s'il avait commis plusieurs décennies en avant, c'était quand même un crime d'inceste familial. Et puis ça brise les vies, hein. L'enfant est brisé, hein, derrière, faut pas l'oublier. Autre sujet qui commence à émerger dans l'actualité métropolitaine, c'est une des conséquences de l'immigration clandestine que la France métropolitaine découvre, c'est le travail illégal qui se déploierait un peu partout dans les exploitations agricoles, dans le bâtiment, enfin dans tout un tas de domaines, hein. On parle devant certains magasins de foire aux esclaves. Je trouve ça assez... c'est dur, hein, quand même. Et en fait, quand j'ai lu ces articles hier, je me suis dit, voilà la réflexion que je me suis faite et que je partage avec vous, si finalement le travail illégal que nous on connaît bien est un sujet qui est une conséquence de l'immigration clandestine et qui apparaît en métropole, ça veut dire que ce qui se passe chez nous à Mayotte avec cette immigration clandestine pourrait ressembler finalement à on en parle régulièrement, hein, ce côté laboratoire Mayotte, laboratoire de ce qui va arriver en métropole. Il semble de plus en plus que ce soit le cas. Alors ma question, pourquoi est-ce que du coup, puisque nous sommes un laboratoire, pourquoi du coup est-ce qu'on ne teste pas ici de nouvelles méthodes pour lutter contre ces fléaux, parce que franchement, je dirais que Wambouchou, ça y est, hein, on en est tous revenus, ça a sûrement marché, mais en tout cas ça n'a pas été suivi, donc c'est tout, c'est fini. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à demander, à faire encore pour essayer de nous sauver du piège dans lequel on est aujourd'hui ? Christophe. Bah, écoutez, sur le travail illégal, moi ce que j'en retiens en tout cas, c'est que c'était pas vraiment un sujet. C'est sûr que c'est très présent en tout cas d'un point de vue national, mais c'était pas réellement, c'était un peu mis sous le tapis jusqu'à la période Covid, où en fait quand beaucoup d'entreprises ont fermé parce que justement ils avaient des employés illégaux qui n'ont pas déclaré, et du coup ils n'ont pas pu percevoir d'aide derrière, et du coup il y a eu énormément d'entreprises en métropole, notamment le service de restauration. Moi ce que j'ai en tête, c'est les services de restauration, avec notamment la communauté sri-lankaise qui travaille de manière illégale à l'intérieur. On peut voir aussi en métropole au bord des autoroutes sur les questions du BTP, où on voit les entrepreneurs s'arrêter au bord des autoroutes et puis demander aux Africains essentiellement de venir de monter dans la camionnette pour aller faire des travaux, parfois chez des particuliers, parfois chez des petits entrepreneurs. Je me rappelle qu'il y avait une vidéo qui a été montrée notamment à monsieur Darmanin, le Premier ministre, lors d'une de ses interviews, où il a été quand même assez choqué. Et puis on peut parler aussi de tout ce qui est les magasins, les surfaces de magasins bricolage différents. Voilà, c'est le exactement, marché aux c'est que esclaves. vous allez acheter vos produits, et quand vous ressortez, vous faites alpaguer par plusieurs personnes. C'est notamment aussi même le cas ici à Mayotte, hein, quand vous allez à la Moussada par exemple, vous sortez à l'extérieur, vous avez des personnes qui vont vous alpaguer pour vous dire je peux faire du travaux, je peux transporter mais est-ce que ici on peut pas demander, les marchandises, Christophe, qu'on fasse des choses? En tout cas c'est primordial parce qu'en réalité le travail illégal derrière, ça fait reculer le droit aux salariés. C'est-à-dire que pour un employeur, pour lui qui décide juste de faire du bénéfice,
Pour lui, c'est beaucoup plus avantageux de prendre un travailleur illégal s'il n'est pas pris, que plutôt se prendre un employé, faire tout le travail administratif derrière, aller le régulariser, etc. Donc derrière, ça ne fait pas en tout cas avancer le droit des travailleurs, et je pense que c'est l'une des causes aussi pourquoi à Mayotte on est en retard, notamment dans la convergence des droits. Donc par exemple sur la loi asile-immigration qui doit être votée prochainement, la question à l'Assemblée nationale, la question en tout cas de dire qu'il faut régulariser certains clandestins qui travaillent. En réalité, moi je le vois comme un recul en tout cas des droits sociaux. C'est un appel d'air. Voilà, c'est un appel d'air, et c'est beaucoup plus de difficultés en tout cas pour les travailleurs normaux, pour les Français, de pouvoir faire valoir leurs droits tout simplement. Alors, c'est vrai, quand vous parlez de laboratoire, effectivement, on le sait, Mayotte, on l'a souvent dit, l'immigration clandestine, plus de la moitié, elle provient de Mayotte, et c'est évident en tout cas qu'il faut apporter des réponses. Il y a eu Wambouchou avec ses premiers effets, et ce qui est souvent dit en fait dans la continuité en fait de Wambouchou, c'est de pouvoir lutter en fait contre le travail illégal pour rendre en fait le territoire moins attractif. Moi, j'ai plutôt envie de mettre l'accent sur les marchands de sommeil, pour ce travail-là en fait qui est fait en fait d'aller démanteler en fait ces maisons insalubres, ces personnes en fait qui vendent du rêve en fait à ces personnes-là, parce que c'est aussi un pan en fait du travail en fait clandestin, illégal, et les efforts en tout cas qui sont portés par l'État sur ce sujet, on le voit, on a entendu dernièrement en tout cas des démantèlements de maisons insalubre. Donc c'est ces efforts-là en fait qu'il faut porter, qu'il faut poursuivre, et ensuite on en mesurera les effets, et si on doit le décliner en fait au national, on le déclinera sur le national. Enfin, moi je trouve quand même que c'est mou, ça va pas assez vite. Oui, non, c'est sûr, et puis même d'un point de vue, par exemple à Mayotte, sont aussi extrêmement présents dans le secteur agricole. Et on voit d'un point de vue écologique des pans entiers, en tout cas de déforestation qui se passe à Mayotte. Mais je pense que même d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire pour faire évoluer en tout cas la société mahoraise, c'est un gros frein. C'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas allées à l'école, je parle des ressortissants comoriens, qui ne sont pas allés à l'école, qui viennent à Mayotte, qui vont travailler dans les champs, ce sont des gens qui ne sont pas formés et qui vont rester en fait à leur stade de travailleurs agricoles terriens, et en fait c'est un poids au final pour la société. C'est que ces personnes-là, même si elles viennent tôt, elles viennent à l'âge de 20 ans, de 30 ans à Mayotte, ils vont rester à Mayotte jusqu'à l'âge de 60 ans, et à l'âge de 60 ans, ils ne sauront pas lire, ils ne sauront que travailler la terre, et ce sera une perte sèche en tout cas pour Mayotte. Donc je pense que vraiment la question de l'immigration, même en général, où on dit voilà, l'immigration c'est une chance, pour moi c'est plus une doctrine de gauche. Je pense qu'il y a un réel travail en tout cas derrière à faire, c'est-à-dire à prendre des personnes qui sont utiles en tout cas pour la société, arrêter de régulariser des personnes qui ne savent ni lire ni écrire, et qui ont que la capacité d'aller travailler des champs, et qui derrière vont déforester la forêt pour pouvoir et sur le live Facebook, l'un d'entre vous parle effectivement, et c'est très juste, des mototaxis clandestins qui sont encore une concurrence déloyale cette fois sur des vrais chauffeurs de taxi qui payent des cotisations, qui s'efforcent aussi de se former pour proposer un service à la clientèle, et ces mototaxis qui en plus ils sont un danger, et surtout ils sont aujourd'hui un frein catégorique à la création d'une vraie société de mototaxi, parce que on en a besoin déjà ici. On en aurait besoin, parce qu'effectivement il y a des gens qui ont besoin de se déplacer très très vite pour aller d'un point à un autre, et aujourd'hui c'est vrai que ces espèces d'épaves à roulettes sur les routes à quelques 50 centimes pour aller à tel endroit ou à tel endroit, c'est un frein terrible pour l'économie. O News Radio sur outremernews.fr.